Monsieur Godin Poyi, bonjour. Bonjour Barik. Vous êtes député national, vous êtes chef religieux, vous êtes surtout professeur d'université. Le chef de l'État a reçu une délégation des chefs religieux également, à qui il a annoncé la tenue d'un dialogue national inclusif. Quelle lecture faites-vous de cette annonce de dialogue national et inclusif, voulu inclusif? Déjà, les dialogues étaient prévus dans le cadre du processus de Doha. Donc, jusque-là, le président est resté cohérent à ce qu'il était en train de faire. Mais l'observation qu'il faut relever ici, Barik, de la table ronde de Bruxelles jusqu'aux accords de la Saint-Sylvestre, nous sommes en 2016, le Congo a connu 22 rencontres politiques majeures. Et ces rencontres n'ont jamais réussi à ramener la paix sur le territoire congolais. C'est pour vous dire que les ramifications de la guerre qui se vit dans l'est de la République démocratique du Congo sont telles qu'un seul dialogue ici ne suffit pas pour résoudre ces problèmes. C'est pourquoi je persiste et je signe que notre salut passe par l'accord de Washington. Et si les gens étaient sérieux, vous aurez remarqué que depuis que nous avons signé cet accord, il n'y a plus de morts au Kivu comme par le passé. Quand on ira au dialogue, ceux qui ne seront pas admis au dialogue vont se constituer en opposition. Ça, c'est la première étape. Quand il y aura gouvernement ici du dialogue, ceux qui ne seront pas au gouvernement vont se reconvertir en opposition. Donc ça sera un éternel recommencement. C'est pourquoi je suis d'avis que ceux qui doivent participer à ces dialogues doivent prouver effectivement qu'ils aiment la République démocratique du Congo. En dénonçant publiquement l'agression, il faut continuer avec l'accord de Washington et je veux que cet accord soit matérialisé avant la fin du mandat de Donald Trump. Vous présentez donc l'accord de Washington comme l'unique solution à cette crise. En quoi cet accord est-il différent des précédentes initiatives diplomatiques? La différence par rapport à cet accord, c'est que, en fait, la déstabilisation de la République démocratique du Congo est conçue aux États-Unis depuis 1945. Lorsqu'on a découvert notre uranium et sa teneur, la superpuissance du monde avait déjà levé l'option à ce moment-là de déstabiliser notre pays. Mais lorsqu'elle revient au bon sentiment, elle vient nous accompagner. Donc, nous devons saisir la balle au bon. Vous conditionnez donc la cohésion nationale à une condamnation publique de l'agresseur par une partie de la classe politico-religieuse, notamment ceux qui veulent participer au dialogue. Pourquoi cette condition vous paraît-elle essentielle? Oui, à ce moment-là, ça va nous démontrer qu'ils sont encore attachés à la patrie. Parce qu'il y a des gens qui travaillent pour des intérêts étrangers. Ces gens-là doivent faire une sorte de confession de foi. Pour vous, l'accord de Washington est déjà en train de produire ses fruits. Vous dites qu'il n'y a plus de morts comme c'était le cas avant. Les villes ne tombent plus. Oui. Quels résultats concrets pouvons-nous aujourd'hui obtenir après l'application effective de cet accord de Washington? D'abord la paix. Après la paix, c'est au moins 500 milliards de dollars. Et ça fera de nous la meilleure économie africaine. C'est pour cela que les États voisins s'agitent. Les gens craignent que nous reprenions notre rôle de locomotive en Afrique. Les gens qui s'agitent pour les dialogues, là, ce n'est pas pour le Congo, c'est le chômage. Les chefs de l'État ont reçu les chefs des confessions religieuses, notamment les CC, la SENCO. Vous qui êtes favorable au changement de la Constitution, vous n'étiez pas là. Vous êtes frustré? Non, nous étions représentés. Nous sommes organisés. Nous ne pouvons pas nous présenter en groupe. Nous sommes organisés. Notre représentant était là, l'évêque Juba. Donc, nous sommes organisés. L'archevêque président Ejiba qui nous avait représentés nous a fait la restitution. Les changements de la Constitution est-il à l'ordre du jour après l'annonce du dialogue? Un impératif. C'est un impératif économique. Quel que soit les résultats du dialogue,
quels que soient les résultats du dialogue, si nous voulons que ce pays avance, il faut changer des constitutions pour des raisons économiques. Et ça, je les défendrai, quel que soit celui qui sera président. Vous pensez que nous pouvons rater des investissements directs étrangers parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas? Est-ce que vous savez que notre croissance, si nous sommes passés d'un taux de croissance négatif à un taux de croissance positif en 2002, c'était à la suite des nouveaux investissements directs étrangers nés de la réforme minière? Et nous devons nous taire parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Barrick, je voulais vous dire quelque chose. La République démocratique du Congo a un réseau routier de 150 000 km. Si nous voulons l'asphalter, il nous faut au moins 152 milliards de dollars. Nous avons un réseau ferroviaire d'au moins 5 000 km. Si nous voulons les moderniser selon les standards internationaux, c'est au moins 50 milliards de dollars. En 2050, si nous voulons être, nous serons au nombre de 250 millions d'habitants. Si nous voulons être développés, nous devons avoir un PIB d'au moins 3 000 milliards de dollars. Comment on va avoir tout ça s'il n'y a pas d'investissement? Donc les problèmes dans notre pays, il y a des gens qui pensent que ce qu'ils ne connaissent pas n'existe pas. Donc les changements de constitution restent à l'ordre du jour. Je les défendrai, même devant un fusil, pour des raisons économiques. Comment ces changements de la Constitution peut-il être effectif sans les provinces du Nord Kivu et certaines villes de la province des Sud Kivu et puis une partie du pays sous état de siège? Ça va se régler. Vous suivez, il y a des sanctions qui tombent presque chaque jour. En fait, l'accord de Washington, c'est un processus. Il y a des échéances. J'entends les gens dire, mais depuis que l'accord est là, mais il y a des préalables. Il y a des réformes qu'on nous a demandé d'engager. Très franchement, très sincèrement, si quelqu'un vous dit que le dialogue à lui seul peut mettre fin à la guerre, rassurez-vous qu'il parle de notre Congo qui est le nôtre. Nous avons été pendant des années au centre d'un complot international. Nous ne pouvons pas nous en sortir sans cette communauté internationale. Concrètement, vous êtes donc opposé au dialogue version Senko-ECC? Oui, je suis opposé au dialogue version Senko-ECC où on doit prendre même les assassins. Vous comprenez? Donc je suis pour les dialogues des gens qui défendent la partie. Et je ne veux même pas voir ceux qui détournent les biens de l'État dans ce dialogue-là. Ça doit être une affaire de Congolais propres. Un des objectifs du dialogue, selon le cardinal Ambongo, est de récupérer les territoires occupés. Comment les récupérer sans associer au dialogue justement ceux qui les occupent actuellement? Je vous pose la question après Sun City, après les dialogues congolais de Sun City. Le territoire n'a pas été occupé. On parle de quoi? Lorsque vous avez déjà utilisé une thérapeutique contre une maladie et qu'elle a été infructueuse, il faut la changer. Monsieur Godin Pouyi, je rappelle que vous êtes professeur d'université, vous êtes député national, vous avez été président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Aujourd'hui, vous êtes accusé d'avoir abandonné votre véhicule de campagne sur la chaussée, gênant, bloquant la circulation. Pourquoi vous ne récupérez pas ou vous ne retirez pas de la chaussée votre véhicule de campagne, le véhicule qui vous a servi pour la campagne électorale? Bon, c'est la sorcellerie congolaise. Moi, je n'ai jamais abandonné un camion quelque part. C'est vrai, j'ai eu un camion que j'ai utilisé pour ma campagne. Ce camion a été cédé à la personne qui occupe ma maison de débonnement. Ça ne m'appartient pas. Et lorsqu'on a demandé même à cet ami qui est de bonne foi, il a expliqué dans les quartiers, il y avait deuil. Il est rentré, il a trouvé que les gens occupaient la chaussée, il ne pouvait pas marcher sur les gens qui pleuraient. Il s'est garé, après il y a certains abîmés
qui m'attribue cela, ça ne changera rien. C'est faux et archi faux. Donc, nous nous sommes habitués, on nous attribue ce que nous ne connaissons pas. C'est de la pure méchanceté. Mais pour cela, ils vont répondre. Ils vont répondre cette fois-ci. Ça n'est trop. Vous allez donc porter plainte contre ceux qui disent que vous avez abandonné. Et je n'écouterai personne. Même si, pour peu qu'on ait été éduqué. Comment vous pouvez faire des affirmations gratuites? Barik, vous voyez notre église à Bandal? Il monte une vidéo pour dire que notre église est sous la haute tension de la Société nationale d'électricité. Mais quand vous passez devant notre église là, ces câbles haute tension, c'est chez les voisins. Avant que ces câbles-là n'arrivent chez moi, ça vient de Matadi. Ça traverse l'église Saint-Michel. C'est la haine, c'est la méchanceté. Vous avez vu une fois, on m'a sorti en pain de Papa Simon Kimbangu. Ce sont quelques abîmés qui sont utilisés par les voleurs. Parce qu'en fait, je gêne beaucoup de gens dans ce pays. Tous ceux qui volent, tous ceux qui font de mauvaises réformes économiques ont donné l'argent à certains de vos collègues pour me diffamer, mais ils les répondront. Un autre sujet qui défraie la chronique. Je vous préviens qu'il y a l'un des déjà en prison, les autres vont répondre. Un autre sujet qui défraie la chronique, c'est les marchés centrales de Kinshasa, Zando et Monene. Vous avez été président de l'Assemblée provinciale. Je le rappelle, vous êtes un des principaux initiateurs de ces grands projets d'intérêt, des grands intérêts économiques, mais il se raconte qu'il n'y a pas de toilettes. Pourquoi avez-vous initié un tel projet sans installation sanitaire? C'est stupide. C'est ma signature qui a déclenché ce processus-là. Bien sûr, avec le concours de nos amis de l'hôtel de ville. Ce marché a au moins 272 toilettes, dont 60 réservées aux femmes. Et j'apprends des âneries du genre qu'il n'y a pas de fosses septiques dans ces marchés-là. Mais il faut se renseigner. Il faut se renseigner. À Kinshasa, on dit à qu'on n'est pas à demander. Demandez à tous ceux qui ont habité Kalina. Demandez à tous ceux qui ont étudié à Kalina. Ils vous diront que quand nous on était élèves dans cette commune, les maisons de la commune de la Gombe n'ont jamais eu de fosses septiques depuis l'époque coloniale. Les Belges, en construisant toutes ces maisons, avaient déjà prévu des voies d'évacuation qui donnent sur le fleuve. On n'avait pas besoin de construire une fosse septique parce que ça n'a jamais existé à Gombe. Les voies d'évacuation existent. Vous dites qu'il n'y a pas de fosses septiques dans les grands marchés, mais il y a 272 toilettes. Où iront toutes les saletés qui sortiront de ces toilettes? Non, il y a des voies d'évacuation. Donc les voies d'évacuation étaient prévues depuis l'époque coloniale. C'est le maréchal Mobutu qui avait construit ces marchés-là. Et je vous dis, pour débétonner la fondation, ça a été chronophage pour nous. Vous savez ce que nous avons fait sur cette ville? Personne ne l'a fait, même pas Léopold. Construire un grand marché sans avoir déboursé un seul franc de l'État, nous méritons un fisc médaille de bronze. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci beaucoup, Barik.